Ça tourne. Bobine. Ouais, c'est bon. On peut mettre quelque chose sur la caméra là, parce que... Je vais faire du bruit. Tourne. Oui, oui, je me... Bobine 1. Interview Madame Bine, première. Deuxième table. Madame, quel a été votre chemin? Comment, étant jeune, êtes-vous venue à cette idée de la nécessité de la révolution? Dès mon enfance, j'ai entendu ma mère me parler déjà des activités patriotiques de mon grand-père, qui est un patriote connu, Van Touten. C'est pourquoi, dans les années de 44-45, c'est-à-dire avant la révolution d'août de 1945, quand le mouvement de résistance nationale s'organisa dans tout le pays, alors j'avais compris à ce moment-là qu'il était temps pour notre peuple de se lever pour briser le joug colonial et acquérir notre indépendance. Moteur. Madame Bine, deuxième. Madame, quand et comment avez-vous pris conscience de la nécessité de la révolution? Dès mon enfance, ma mère m'a déjà parlé des activités patriotiques de mon grand-père, qui est un patriote connu du Vietnam, Van Touten. C'est pourquoi, dans l'année 44, avant la révolution d'août 45, alors que le mouvement de résistance nationale sous le nom du Viet Minh s'organisa dans tout le pays, j'avais compris à ce moment-là qu'il était temps pour notre peuple de se lever pour briser le joug colonial et acquérir l'indépendance nationale, le rêve de tous les Vietnamiens. Avec la jeunesse de ce temps-là, je m'élançais dans la lutte, acceptant toutes les tâches qui m'ont été confiées. Et je peux dire que depuis lors, j'ai suivi et participé à toute période de lutte de notre peuple. C'était vers quelle époque exactement? C'est en 44-45. Oui. Je voudrais savoir, toujours un peu à travers votre expérience personnelle, comment s'est organisée cette grande manifestation, parce que c'était sans doute pas tellement clair pour l'ensemble des Vietnamiens, cet appui des États-Unis à la France, et d'arriver à faire discerner l'ensemble du caractère de l'impérialisme et de la totalité des ennemis. Si justement, la population des Saigon et du Sud-Vietnam avait bien compris très tôt le rôle que jouaient les États-Unis au Vietnam. Coupé. Moteur. Donc en 1950, on assiste clairement, visiblement, à l'intervention à l'aide directe des États-Unis. Peu à peu, d'ailleurs, progressivement, cette aide se renforce, devient de plus en plus matérielle. Et déjà, vers 1953, on voit apparaître un personnage, c'est Nixon, qui était vice-président des États-Unis et qui vient en tournée d'inspection au Vietnam. Comment alors à ce moment-là s'est développée la lutte qui était essentiellement politique s'est renforcée de quelle façon? De 50 jusqu'à 54, eh bien, c'est toujours la lutte
armée d'un côté, mais et aussi la lutte politique dans les villes et dans les régions occupées par l'ennemi. Les formes de lutte vont toujours ensemble. Mais à partir de 50, les mots d'ordre, nous avons ajouté, à côté de la lutte contre les colonialistes français, il y avait les impérialistes américains aussi. parce que très souvent, quand on parle du Vietnam, on voit toujours le caractère lutte armée, la lutte dans les campagnes, mais on oublie un peu ce qui se passait dans les villes, le mouvement ouvrier par exemple. Quelles étaient ces caractéristiques à ce moment-là? Je pense que ce n'est pas seulement pendant la résistance que nous avons impulsé la lutte politique, mais de toujours, vous savez, nous avons donné à la lutte politique un rôle très important. Si vous vous rappelez la révolution d'août de 1945 au Vietnam, la prise de pouvoir par les Viet Minh, c'est-à-dire les forces patriotiques à ce moment-là, eh bien, on peut dire que c'est une combinaison très ingénieuse entre ces deux formes de lutte. Parce qu'à ce moment-là, notre armée était très petite. Madame Binh, deuxième clap. Oui, je disais qu'en 1945, notre armée était très petite. C'était des groupes de forces armées plutôt qu'une armée. Eh bien, grâce à la mobilisation de la masse, c'est-à-dire la lutte politique, combinée avec la lutte militaire, que nous avons pu prendre le pouvoir dans tout le Vietnam. Et après, quand nous avons déclenché la résistance armée, eh bien, le mouvement de lutte aussi dans les villes et les zones occupées continuait à progresser. Et c'est le cas de Saigon. J'étais pendant la première résistance tout le temps à Saigon et je faisais partie du mouvement de lutte politique dans cette ville même. Et on peut dire que le mouvement progresse chaque jour et ils vont ensemble avec le développement de la lutte armée. Oui, je crois que c'est une chose qui est très importante pour nous et très intéressante parce que, effectivement, de la première résistance, on ne retient généralement que la guérilla et ensuite la guerre du peuple, sous ses différents aspects, mais on oublie un peu ce qui se passait dans les villes. L'organisation des syndicats, par exemple, les masses étaient mobilisées de quelle façon? Sur quel mot d'ordre? Des mots d'ordre à la fois politiques, économiques, d'indépendance nationale. Quelles étaient la combinaison de ces différentes luttes? Oui, à ce moment-là, la lutte dans les villes, et particulièrement à Saigon, était menée par les organisations de masse qui travaillaient clandestinement. Il y avait le syndicat, comme vous dites, il y avait la jeunesse, l'organisation de la jeunesse patriotique, des femmes patriotiques et des intellectuels bourgeois, etc. Et tout forme le front du Viet Minh, c'est-à-dire le Front National. Et les mots d'ordre étaient combinés, les mots d'ordre politiques combinés avec les exigences économiques et sociales. Interview Madame Binh, troisième. Mais la réalité des années, à fur et à mesure de notre lutte, nous avons appris que les impérialistes américains étaient tout de même pas invincibles. Magasin numéro 3, interview Madame Binh, première.
Alors, comment s'est organisée cette lutte politique contre l'installation du régime Diem et ensuite contre ce régime de terreur, de policiers, ce régime fasciste? Oui, justement, je vous disais tout à l'heure que la population du Sud-Vietnam avait acquis beaucoup d'expérience de lutte, d'organisation à travers la première résistance. Comment Diem est-il venu au pouvoir? Les Américains avaient reconnu Bao Dai. Pourquoi n'ont-ils pas maintenu Bao Dai au pouvoir? Je pense que les Américains trouvaient Bao Dai incapable de les servir. Et d'ailleurs, Bao Dai, c'était les hommes des colonialistes français. Les Américains voulaient un agent qui est fabriqué entièrement par eux. Et je crois que Ngo Diem répondait à tout ce qu'il désirait à ce moment-là. Le choix qui avait été donné aux Vietnamiens à l'époque, c'était préférez-vous la République avec tu changes de cadre s'il te plaît. Le choix qui était offert aux Vietnamiens à l'époque était une mascarade électorale, dans la mesure où on leur donnait le choix entre le régime de Bao Dai ou la République avec Diem. Oui, si vous parlez de mascarade électorale, on en a vu à Saigon depuis l'intervention, l'agression américaine. Mais oui, à propos de cette mascarade, c'était tellement... c'est vraiment une farce, parce que en réalité, il ne donnait à la population qu'un choix, c'est le choix de Ngo Diem. Parce que tous les votes qui sont pour Bao Dai ont été déjà enlevés auparavant. Alors, il y avait seulement que le vote pour Ngo Diem. Alors, Ngo Diem avait été voté, choisi, élu avec le plus grand nombre de votes. Tout à l'heure, vous parliez du jeu subtil des Américains qui essayaient en fait de se présenter en libérateurs qui étaient là pour faire disparaître le colonialisme et le féodalisme. Mais n'était-ce pas aussi un jeu absurde et considérer ça comme une grande absurdité par le peuple vietnamien qui lui-même avait mis à bas le féodalisme et le colonialisme? Oui, je pense que malgré qu'en 1945, les États-Unis étaient parmi les alliés dans la lutte contre les fascistes, et nous avions notre front national qui se mettait du côté des forces alliées. C'est-à-dire que nous avions les États-Unis comme alliés en 1945 dans la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais très tôt, même en 1949, 5 ans déjà, nous connaissons la politique américaine. Alors, pour notre peuple, à partir de 1954, nous n'avons aucune illusion sur les Américains. Et en plus, comme vous dites, pendant que nous avons déjà Mais comment les Américains, tout à l'heure vous disiez qu'ils menaient un jeu stupide,
je reprends ma question, j'ai fait un lapsus très intéressant là. Tout à l'heure, vous disiez que les Américains essayaient de mener un jeu très subtil, mais avec le recul du temps, on s'aperçoit que c'était pas aussi subtil que cela, c'était même assez absurde, parce que comment pouvait-il abuser l'opinion vietnamienne en se présentant comme des libérateurs qui venaient là pour liquider le féodalisme, liquider le colonialisme, alors que ces choses-là étaient déjà liquidées par le peuple vietnamien lui-même. Oui, je pense que c'est tout à fait stupide de leur part parce que dans les années 49-50 déjà, avec une intervention directe, voyante des États-Unis, le peuple vietnamien était déjà arrêté sur le vrai caractère sur la vraie intention des États-Unis au Vietnam. Et puis en 49, la puissance américaine n'avait pas pu empêcher la révolution chinoise de triompher. Et après, de 50 à 53, il y avait la guerre de Corée qui s'est terminée par des accords qui n'étaient pas à l'avantage des États-Unis non plus. C'est pourquoi en 54, pour nous, les Vietnamiens, le vrai visage des États-Unis est déjà mis à nu devant notre peuple. Tout à l'heure, quand la caméra ne tournait pas, vous me parliez du travail personnel que vous aviez fait avec les autres camarades pour justement montrer ce véritable visage de l'impérialisme américain. Pouvez-vous nous l'expliquer de nouveau? Oui, pendant ces années-là, c'était une période décisive de notre résistance contre le colonialisme. Alors, nous avons à combattre, on peut dire, deux ennemis. Et il faut faire comprendre à notre peuple que même qu'il fallait combattre avec les ennemis, la juste cause du peuple vietnamien peut nous donner la force nécessaire pour vaincre toutes ces manœuvres. Et ce n'est pas très facile parce que je vous disais tout à l'heure que à ce moment-là, on se présentait les Américains comme une puissance invincible, surtout parmi les intellectuels qui lisaient beaucoup. Alors, ils avaient vu que les Américains faisaient vraiment des progrès très grands dans le domaine technique, le domaine économique même. Mais je peux dire qu'à ce moment-là, pour nous, le peuple vietnamien, le mythe de l'Amérique commençait à être démoli. Et après, en 1954, il faut dire que notre travail politique se concentre sur la dénonciation du vrai caractère de l'impérialisme américain et que nous montrons à notre population que le principal ennemi pour nous, même à ce moment-là, les États-Unis étaient cachés encore derrière l'onésime, nous montrons déjà à notre population que le vrai ennemi, ce sont les États-Unis. C'était les États-Unis. Alors, au moment du régime Diem, comment s'est organisée cette lutte essentiellement politique, très active, et dans des conditions très difficiles de répression féroce? Sur quelle base et avec quelle force a pu s'organiser cette lutte politique? Oui, il faut dire que la population du Sud-Vietnam était sortie de la Seconde Guerre mondiale, est sortie de la première résistance de notre
pouvez reprendre. Oui, oui, je reprends cette phrase. Alors on peut dire que le mouvement de lutte politique à ce moment-là englobait toutes les couches de la population et, et de la campagne jusqu'à la région montagneuse et les villes. Et, et cette période de lutte politique intense se terminait par une insurrection générale en 1959, en 1960, qui gagnait tout le Sud-Vietnam. Alors nous passions à notre période de lutte, c'est-à-dire de lutte à la fois armée et politique. Je voudrais, avant de passer de savoir dans quelles conditions s'est déclenchée la lutte armée, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière et que vous me parliez du mouvement de la paix de Saigon-Cholon. Très bien. J'étais aussi membre de ce mouvement. Magasin 5, première. Vous évoquiez la manifestation organisée par le mouvement de la paix Saigon-Cholon. Comment s'est déroulée cette manifestation? La manifestation dont je vous ai parlé était organisée le 1er août 1954, c'est-à-dire 10 jours après les accords de Genève. C'est une manifestation organisée par le mouvement pour la paix et l'application des accords de Genève. Après cette lutte politique intense et cette répression féroce du régime Diem, dans quelles conditions s'est déclenchée la lutte armée? Alors, à partir de l'année 60, on peut dire que la lutte politique et la lutte armée allaient de pair pour réaliser les objectifs que le Front National se sont assignés à chaque période. Et dès le déclenchement de cette lutte armée, sur le terrain, déjà des zones sont libérées et vous disiez tout de suite que vous aviez su mener à la fois la lutte armée et la lutte politique, mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que parallèlement à cette lutte armée, vous avez toujours su aussi, dans les provinces qui étaient libérées, développer les acquis de la révolution démocratique. C'est pourquoi on peut dire que deux tâches principales dont sont assignées le Front National sont, premièrement, la lutte contre l'agression américaine, mais deuxièmement, c'est l'édification de la vie de la population dans les zones libérées. Peu après le déclenchement de la lutte armée, s'est constitué justement le Front National de Libération. Comment s'est-il constitué? Quelles étaient les organisations qui ont permis sa création? Et quelle était déjà à cette époque sa représentativité réelle et son programme? Très rapidement aussi, après la constitution du Front National de Libération, on s'aperçoit qu'il répondait réellement à un besoin, une nécessité, parce qu'on voit dans le monde entier sa représentativité, même dans les pays ennemis. En fait, sa représentativité n'est pas mise en cause. Oui, après à peu près 2 ans, 1962, nous avions déjà notre première représentation à Cuba. Et cette première représentation est suivie aussitôt par l'établissement dans d'autres pays. Bien. Quels ont été les premiers résultats tangibles de la politique du Front National de Libération?
arrivé non seulement à s'imposer comme représentatif au Vietnam, mais aussi à se faire reconnaître par les mouvements démocratiques du monde. Et tout à l'heure, je vous disais que nous avons établi notre première mission à Cuba. Et ensuite, nous avons pu établir beaucoup d'autres représentations dans les pays socialistes et les pays indépendants. Mais au point de vue de relations avec les organisations du peuple, de la masse, là, on ne peut pas compter, c'est vraiment des contacts très larges. Tout à l'heure, vous disiez que le front n'avait cessé de s'élargir en représentativité, que de nouvelles couches sociales, politiques, ralliaient le programme et la politique du front. La constitution du gouvernement révolutionnaire provisoire, lui aussi, est un nouvel élargissement. Il est la conjonction, je crois, de deux fronts. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles conditions a été formé ce gouvernement? Tout d'abord, je voudrais vous dire un mot sur notre politique d'union nationale. Nous pouvons dire que c'est même une tradition de notre peuple, parce qu'à travers notre lutte contre les envahisseurs étrangers pendant des milliers d'années, le facteur décisif de nos victoires est l'union de tout le peuple. Et pendant la première résistance, le mot d'ordre que le président vénéré Ho Chi Minh nous a enseigné, c'était l'unité, l'unité et encore l'unité. Eh bien, il faut dire que pendant la lutte contre l'agression américaine, nous avons mis en exécution encore plus profondément encore ces mots d'ordre, l'union nationale. Et cela est nécessaire parce que nous avons affaire avec un ennemi des plus féroces. Mais on peut dire que cette politique d'union nationale n'est pas quelque chose de morte, mais elle se développe. Et dans le gouvernement révolutionnaire provisoire, nous avons des représentants du Front national de libération et de l'Alliance des forces nationales démocratiques et de paix, et d'autres personnalités qui ne sont ni dans le Front national ni dans l'Alliance. Là, vous voyez que notre Front national, notre Union nationale s'est encore élargie. Et maintenant, avec la proposition de Concorde national, de formation d'un gouvernement à 3 composantes, nous élargissons encore notre Union nationale. D'ailleurs, dans ces objectifs-là, ne reflètent pas non seulement notre désir d'indépendance, de liberté, mais elle reflète également les intérêts de toutes les couches de la population, les intérêts des paysans, des ouvriers et même des intellectuels et bourgeois. Face à cette large mobilisation des masses, les Américains sont contraints de changer périodiquement de stratégie. Les différentes stratégies américaines ne prouvent-elles pas, malgré leurs conséquences cruelles, inhumaines, encore plus agressives, l'impossibilité pour eux, les agresseurs, de mener à bien leur sinistre projet, c'est-à-dire de faire capituler le Vietnam? Oui, on a affaire à une escalade de guerre et un changement continuel de stratégie. Mais il y a aussi une escalade de défaites. Vous avez vu que les Américains ont successivement
mené la stratégie de la guerre spéciale, ensuite la guerre locale avec un demi-million de troupes américaines, et ensuite maintenant c'est la vietnamisation de la guerre. Alors ces stratégies-là ont été mises en échec par la population du Sud-Vietnam, soutenue de nos compatriotes du Nord. Mais il faut dire que de toutes ces stratégies, la vietnamisation de la guerre de l'administration Nixon est la plus brutale et la plus perfide. Mais cela n'empêche pas que la population du Sud-Vietnam est en train de la mettre en échec. Et l'offensive généralisée et les soulèvements populaires en cours ont démontré que cette politique de vietnamisation va droit vers un échec total. On va quand même reprendre la chose. Et pourtant, après 58, après 68, ils ont été contraints de reconnaître le Front National, le GRP, et d'ouvrir les négociations de Paris. Mais ces négociations traînent, et certains se demandent à quoi peuvent-elles bien servir. Alors, quelles sont l'utilité de ces négociations de Paris? Pour vous, la victoire du Sud-Vietnam, ce serait quoi? Nous avons mené notre lutte pour l'indépendance et la liberté de notre pays bientôt 30 ans. Mais et nous avons toujours une confiance que notre juste combat triomphera finalement. Et c'est pourquoi le mot de victoire est toujours présent dans notre esprit. Et elle a un sens très concret. Elle est très proche de tout ce qui est sacré, le plus sacré, le plus profond, mais aussi tout proche des vœux les plus simples de notre peuple. Les circonstances ont partagé le Vietnam en deux. Au nord s'édifie le socialisme, au sud se poursuit la révolution, la résistance à l'impérialisme et la révolution démocratique. Que le Nord soit passé au socialisme sans attendre la réunification du pays, a-t-il été ou non une gêne pour le développement de la lutte au Sud-Vietnam? D'abord, c'est pas nous qui avons voulu cet état de choses. Nous avons voulu que les accords de Genève pouvaient être réalisés, pour être exécutés, et qu'après 2 ans, comme les accords ont stipulé, la réunification du pays pouvait se réaliser. Mais l'agression américaine était venue et le Sud-Vietnam devait lutter contre les agresseurs américains pour achever l'indépendance de tout le Vietnam. La lutte de résistance contre les agresseurs américains est menée tout d'abord par la population du Sud, de la ville jusqu'à la campagne, des côtes jusqu'aux régions montagneuses, et par toutes les couches de la population, des paysans, des ouvriers, des étudiants intellectuels, etc. Mais la lutte pour la libération des pays est aussi un devoir de tous les Vietnamiens. C'est pourquoi nos compatriotes du Nord considèrent que l'aide apportée
à la population du Sud est un devoir sacré et pour l'intérêt de la survie de la nation vietnamienne. C'est pourquoi nos compatriotes du Nord n'ont renoncé à aucun sacrifice pour nous apporter une aide efficace dans notre lutte. Et je pense que... Magasin neuf, première. Nous considérons que le Nord-Vietnam joue pleinement et dignement son rôle d'arrière-front envers l'avant-front qui est le Sud-Vietnam. Et je pense que à travers cette lutte commune contre l'agression américaine, le sentiment national qui unit le Nord avec le Sud-Vietnam est encore plus ressenti, encore plus profondément par la population des deux zones. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore nous réunifier, mais je pense que l'aspiration de réunification de notre patrie est une aspiration sacrée, profonde de tout Vietnamien, qu'il soit au sud ou au nord. Mais comme vous le disiez, cette aspiration passe avant tout par l'établissement de la paix, d'une paix solide, durable, et la victoire de tout le peuple vietnamien. Oui. Pour pouvoir nous réunifier d'abord, il faut d'abord la paix, l'indépendance du Sud. Et ensuite, et tout de suite, nous pouvons établir des relations normales entre les deux zones. Une chose qui n'a pas pu se faire depuis des années. Et vraiment, c'est une tragédie pour les familles qui sont partagées. Et ensuite, nous aurons les conditions favorables pour penser à la réunification pacifique de notre patrie. Merci, madame. Coupez.